Charles Rodwell, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Volodymyr Zelensky était reçu hier par l'Union européenne. Il demande des avions aux Européens. Est-ce qu'il faut répondre positivement, lui donner des avions de guerre ? Le président de la République a été très clair sur le sujet. Nous apportons un soutien important à l'Ukraine en termes financiers sur certaines armes. Mais la France aujourd'hui n'est pas belligérante dans le conflit. Et donner des avions, ça serait être co-belligérant. Aujourd'hui, c'est la position que tient le président de la République. On apporte déjà un soutien important à l'Ukraine parce que c'est un pays qui a été agressé. C'est un pays qui est sur le continent européen dont on est historiquement proche, qu'il faut accompagner, mais ce pas n'est pas franchi. Mais peut-on gagner la guerre là-bas sans avoir la maîtrise du ciel ? Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le conflit s'installe et le conflit s'installe pour longtemps. La position de la France, mais aussi de l'Allemagne, de l'Europe en général, est très claire sur le sujet. Il y a un signal politique très important qui a été envoyé hier soir au sommet européen. Mais aujourd'hui, la position de l'Union européenne est très claire. Soutien à l'Ukraine indéfectible, important, oui. Co-belligérance, non. Alors cette visite s'inscrivait dans le cadre aussi de la candidature de l'Ukraine à l'entrée dans l'Union européenne. C'est un long chemin. Est-ce que l'Ukraine devra passer aussi par une remise à plat de son passé, du passé du pays, avec les moments nationalistes, antisémites, notamment dans la Seconde Guerre mondiale ? L'Ukraine est un pays qui a une histoire qui date de plus de 2000 ans. C'est ce qui fait d'ailleurs le fond, c'est ce qui fait d'ailleurs la force de chaque pays européen. Ce qui est extraordinaire avec l'Union européenne, c'est que c'est une union, c'est un rassemblement de pays qui ont chacun leur histoire. Et il n'y a pas que du bon dans cette histoire ukrainienne. Non, dans aucun des pays d'Europe, et je vais me dire aucun pays de l'histoire mondiale, mais l'Europe est composée de pays qui ont une histoire forte de 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, l'acte qui a été très fort et très symbolique hier à l'Union européenne est un acte profondément politique. L'Ukraine est un pays du continent européen dont on est historiquement très proche, avec lequel nous partageons des valeurs communes, qui a été agressé par la Russie, et derrière qui l'Europe est entièrement engagée aujourd'hui. Et il faudra que ces valeurs, l'Ukraine, soient à la hauteur. Aujourd'hui, force est de constater que le peuple ukrainien mène une bataille, une guerre avec un courage qui est admirable et avec tout notre soutien. Le Conseil européen doit aussi poursuivre son action économique, notamment pour contrer, par exemple, les effets du plan d'investissement aux États-Unis pour que la transition énergétique profite d'abord aux entreprises américaines. Comment faire ? En fait, aujourd'hui, moi je considère que dans l'histoire mondiale, on vit des périodes de continuité et on vit des périodes de rupture, des périodes d'accélération. Et aujourd'hui, c'est une de ces périodes qu'on vit actuellement. On voit finalement qu'il va y avoir une compétition, un conflit qui va structurer le 21e siècle entre deux hyperpuissances économiques, démographiques, technologiques, politiques, industrielles. Les États-Unis et la Chine. Nos pays européens, finalement, on a le choix. On a le choix de se vassaliser à l'un, à l'autre ou aux deux camps, ou alors on a le choix de rester maître de notre destin. Comment est-ce qu'on reste maître de notre destin ? Eh bien, tout simplement en s'unissant et en partageant certaines compétences, en partageant certaines politiques. Moi, vous savez, je ne suis pas un Européen idéologue, je ne suis pas un Européen dogmatique, je suis un Européen pragmatique. Ça, c'est votre côté britannique. Pardon, je ne crois pas à l'Europe des dogmes, par exemple de la concurrence extrême. En revanche, je crois à l'Europe du plan de relance à la suite de la crise Covid. Moi, je crois à l'Europe où des pays sont capables de s'allier de manière industrielle et économique pour franchir les grands caps du 21e siècle. Mais à chaque fois, c'est difficile de trouver un accord, y compris avec les Allemands. Moi, j'ai eu une chance immense dans ma vie jusqu'à présent, c'est que j'ai pu suivre de relativement près, dans des fonctions passées, les accords qui ont été trouvés entre les pays européens à la suite de la crise Covid pour fonder un plan de relance commun. Pas un plan de relance unique. Chaque pays, ce sont des pays souverains en Europe, mais un plan de relance commun qui voulait dire quoi ? Nous sommes face à des défis monumentaux, extrêmement importants au XXIe siècle, technologiques, industriels, économiques, politiques, et nous faisons le choix politique de mettre en commun certaines compétences, de construire ensemble des alliances industrielles et technologiques sur les batteries, sur les semi-conducteurs, sur l'espace, et ensemble, nous décidons de rester maîtres de nos destins sur ces technologies. Nous sommes à ce cap aujourd'hui. Et quand on regarde où va l'argent, concrètement, il va beaucoup vers l'Allemagne.
Quand même. Je pense qu'il est plutôt bien réparti entre les pays européens. Nous voyons par exemple comment l'Italie a été accompagnée dans son propre plan de relance, la France aussi. Je vous prends un exemple, la filière hydrogène. La France investit 7 milliards d'euros dessus, l'Allemagne 9 milliards d'euros. On a une alliance européenne avec des États et des entreprises européennes pour bâtir notre filière industrielle qui sera une filière industrielle majeure du 21e siècle. C'est ça rester maître de notre destin. Et aujourd'hui, on est à ce point-là. Les États-Unis ont fait un choix de lancer la législation IRA, qui réagissent également aux propres législations chinoises. Il faut absolument que l'Europe bâtisse son propre avenir politique et que les pays européens, avec chacun leur souveraineté, mais en union sur ces thématiques, bâtissent et restent maîtres de leur destin, y compris sur le plan économique et industriel. La France n'est pas maître de son destin pour le commerce extérieur. Il va mal, 154 milliards de déficit. Vous avez justement mené une mission parlementaire sur ce sujet. Est-ce que l'aide à l'export pour les entreprises, ça peut suffire ? Alors, en fait, il y a une grande politique qui est menée depuis 5 ans pour répondre à cet grand enjeu de déficit commercial. Pourquoi est-ce que le déficit commercial est un enjeu important d'abord ? Concrètement, ça veut dire que plus le déficit est grand, plus la France s'appauvrit On et perd moins l'argent. elle s'enrichit L'argent s'en va. auprès des pays étrangers. Donc tout notre enjeu, c'est de résorber ce déficit et même à terme de créer un excédent commercial pour que la France puisse de nouveau s'enrichir vis-à-vis des pays étrangers et qu'on soit plus attractif. Depuis 5 ans, qu'est-ce qu'on a fait ? On a bâti une politique sur 3 piliers. 1, baisser les impôts. On a baissé les impôts sur les ménages, 26 milliards d'euros, et baissé les impôts sur les Très bien, entreprises. ça attire les 26 milliards investisseurs. d'euros. 2, on a créé une politique de l'emploi. On a recréé de l'emploi en France. 1,3 million d'emplois en 5 ans. 3, et c'est un choix délibéré qu'on a fait, qui est un choix contraire à ce que pensent la plupart de nos oppositions, c'est un choix de la politique de l'offre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a soutenu massivement les entreprises, les usines, les ménages en France pour stimuler la production en France, à travers notamment France Relance et France 2030. Ça ne suffit pas, le déficit se creuse. Est-ce qu'il ne faut pas empêcher les gens d'acheter des produits étrangers ? Parce qu'on est en déficit, parce qu'on achète beaucoup à l'étranger. Aujourd'hui, ce déficit, il a 2 raisons. Une raison conjoncturelle, la crise énergétique. La France importe de l'énergie à prix élevé. 2, la désindustrialisation de notre pays depuis 20 ans, qui est vraiment une raison structurelle. C'est la raison pour laquelle on a tiré une conclusion majeure dans la mission qu'on a rendue avec ma collègue Sophia Chikirou, c'est que l'export et l'attractivité doivent s'inscrire au cœur de notre conquête industrielle. C'est béaba ce que je vais dire, mais pour exporter un bien, il faut bien le produire. Et pour produire un bien, eh bien, il faut bien savoir à qui et comment on va le vendre. Donc moi, je suis convaincu que notre politique industrielle et notre politique à l'export sont intimement liées. Et finalement, l'export doit s'inscrire au cœur de notre conquête industrielle. Une fois qu'on a tiré ce sujet, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que sur chaque filière sur laquelle on investit, les filières que je vous ai citées tout à l'heure, les batteries, le nucléaire, l'hydrogène, la filière agroalimentaire, l'automobile, l'aérien, le quantique et les autres, il faut systématiquement qu'on se mette dans un mode de réfléchir à comment est-ce qu'on va exporter nos produits, comment est-ce qu'on va mieux exporter nos services, comment est-ce qu'on va mieux attirer des investisseurs étrangers. La France est le pays européen le plus attractif pour les investisseurs étrangers pour la 3e année consécutive. C'est un formidable résultat, il faut qu'on continue. Sur chacune de ces filières, il faut bâtir une politique, disons, individualisée, microéconomiques, qui soutiennent chaque entreprise, qui soutiennent chaque filière à l'export. Le débat sur la réforme des retraites continue. Est-ce que les Républicains ne se moquent pas du gouvernement et de la majorité ? Vous faites des concessions aux Républicains, le vote n'est toujours pas acquis. Moi, je laisse chaque groupe politique à ses responsabilités. Quand je vois ce sur quoi les Républicains ont mené leur campagne il y a moins d'1 an, un peu plus de 6 mois d'ailleurs, sur une retraite à 65 ans. C'est contradictoire avec ce qu'ils disent aujourd'hui, en effet. Je laisse, moi, à leur choix politique. Nous, on a une ligne assez claire. Si vous me permettez, j'aimerais juste sur ce sujet m'adresser à vos auditeurs. Moi, j'ai conscience que l'effort qui est demandé, de travailler 3 mois ou 2 ans de plus, c'est un effort important. C'est un effort considérable qui est loin d'être anodin pour peut-être des milliers d'auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce que je soutiens cette réforme ? Je la soutiens d'abord parce que je tiens vraiment à préserver notre système par répartition. On entend beaucoup ce mot, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vos auditeurs qui travaillent, qui nous écoutent, aujourd'hui, chaque mois, sur leur feuille de paye, contribuent à travers la cotisation retraite à la pension des retraités actuels. Mais l'effort que vous leur demandez, ils n'en veulent pas. Le 7 mars, il y aura des grèves reconductibles. Mais en fait, si vous voulez, moi j'ai été élu sur ce programme et je crois vraiment que notre enjeu des parlementaires, c'est certes de voter, de bâtir la loi, mais c'est certes aussi d'expliquer pourquoi on mène ce type de réforme. Et pour que ces auditeurs qui nous écoutent, qui travaillent aujourd'hui, aient une retraite demain,
eh bien, il faut bien résorber le trou qu'il va y avoir dans la caisse. Ce trou, il va être de 12 milliards en 2027, il va être de 50 milliards, près de 50 milliards en 2040. Et chaque année, ce déficit va se cumuler. Comment on fait ? Finalement, on a 3 choix. Premier choix, on demande aux travailleurs de payer plus. Deuxième choix, On baisse les pensions. on baisse les pensions. Troisième Non, au choix. contraire, on veut Eh oui, les mais augmenter. cette pédagogie qu'on a entendue et qui est raisonnable, en effet, elle passe pas. Grève, blocage. Alors, Faut continuer. la première des choses, c'est que la France est une démocratie parlementaire. Donc la première des choses que nous devons faire, c'est de bâtir une majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat. Vous avez confiance, Et oui, ça ne suffit pas. Mais en fait, lorsque ces manifestations sont menées chaque semaine, évidemment qu'elles sont totalement légitimes, évidemment que nous devons continuer à convaincre pour montrer que cette réforme non seulement est nécessaire, mais également, elle est juste. J'en suis absolument persuadé. Lorsqu'on voit aujourd'hui que le minimum retraite en France est de 900 €, moi je ne sais pas comment on vit avec 900 € en France aujourd'hui. Un tout On petit veut mot. l'augmenter à 1200 voire 1300 € pour tous les retraités à carrière complète. Un tout petit mot très bref. EDF nationalisé sans démantèlement possible. Proposition PS votée hier. Vous êtes contre ? Aujourd'hui, moi, j'ai aucun mal à dire que j'aurais voté contre cette proposition de loi. Il se trouve que la majorité n'était pas dans l'hémicycle à ce moment-là pour d'autres raisons qui sont liées à une atteinte de la part d'un député LFI. Moi, je suis contre cette loi tout simplement parce que nous avons déjà décidé à l'été de monter au capital d'EDF. Ça suffit pour 100%. protéger. La proposition qui était faite coûtait 1,5 milliard de plus pour des questions de gouvernance et pour arriver à un résultat identique. Notre enjeu aujourd'hui, et nous assumons ce choix, c'est de mettre les milliards d'euros sur la table, non pas pour des questions de gouvernance, mais pour restaurer notre parc nucléaire, pour construire les EPR et pour avancer sur notre politique d'énergie renouvelable. Charles Rodrel, merci, bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Radio J, retrouvez le bar